Eh bien, bonsoir, bienvenue sur JDR Factory, bienvenue dans l'émission Jouons avec, où ce soir on va parler, avec Axel, de folie, Euh, et nos deux Tout à fait. invités, qui sont Jérôme Brand-Larrey et Daniel Salut. Dr Chestel, qui viendra donc Bonjour. nous parler de leur point de vue, de leur approche de la folie en tant que game designer. Tout à fait. Waouh. Petit disclaimer très rapide avant de commencer. On va évidemment parler de folie en jeu de rôle. On va pas du tout parler de troubles psychiatriques réels. On n'a aucune volonté de reproduire, moquer ou stigmatiser les personnes qui en souffrent. C'est important. On va vraiment vraiment s'intéresser aux mécanismes de la folie en jeu de rôle, ce que ça peut apporter autour de la table et ce que ça peut apporter aux joueurs. Voilà. C'est juste le petit disclaimer rapide. Eh ben écoutez, générique. Générique. Nos invités, Jérôme Brand-Larrey et Daniel Dr Chestel. À l'origine, moi, si on s'est dit avec Axel que si on allait vous inviter, c'est que, un, Dr Chestel, la méthode du Dr Chestel. Jérôme, moi, j'ai beaucoup aimé le travail que tu avais fait sur Wizin. Évidemment, il y a d'autres choses que vous avez fait l'un comme l'autre. Est-ce que vous avez envie d'en dire un peu plus sur votre actualité ou sur votre travail dans le jeu de rôle, Jérôme? Alors, tout simplement, pour moi, il y a effectivement quelques jeux d'horreur. Alors, avec. Qui sont pas vraiment. Enfin, la folie, c'est pas forcément synonyme d'horreur, mais ça reste assez proche, assez souvent. Et il y a beaucoup aussi de choses qui ont été faites par le biais de conseils OMJ, que ce soit dans les bouquins récents qu'on a fait chez Marteau ou dans les magazines, ou des choses comme ça. Et les deux, pour moi, les deux coexistent et sont pas toujours si faciles que ça à dissocier. Et c'est bien la complémentarité de ces deux approches moi, qui m'intéresse sur la folie. Ok. Et Daniel, est-ce que tu veux nous parler? Tu as fait d'autres choses? Tu travailles sur d'autres projets depuis le Dr Chestel? Alors oui, mais ça n'a pas de rapport avec la folie. J'ai un système de jeu générique qui s'appelle Happy End, ça va bien finir, mais avant, dans lequel on se plonge dans les ennuis et pour mieux s'en sortir. D'accord. Voilà. Et ça, c'est en préparation, c'est ça? Ouais. C'est lancé, Ah, c'est ça lancé. fait 3 ans que je travaille, enfin 4 ans que je travaille dessus. C'était suite à un game chef. Et je l'ai mis en ligne sur Casusno. D'accord. Très bien. Sur le Casus No en forum, pas le Discord. Forum, Le forum. le forum, ouais. Très bien. Ok. Bah écoute, avant de vous poser plein de questions et de rentrer dans le vif du sujet, Axel et moi, on va essayer de résumer rapidement la pratique classique de la folie, la manière dont la folie est abordée dans le jeu de rôle. Il me semble, vous allez peut-être me corriger, je dis peut-être des bêtises, mais qu'un des premiers jeux de rôle à parler de folie, c'est l'appel de Cthulhu. Je dis des bêtises ou on est d'accord avec ça? Non, personne n'a l'air de me dire non, c'est faux, il y a un jeu obscur de 1977 qui parlait de la folie avant. Bref, donc, l'appel de Alors, Cthulhu. il y en a, mais c'est pas très important. D'accord. Très bien, je me disais bien que Jérôme allait me reprendre. Bon, voilà, mais le plus connu reste quand même l'appel de Cthulhu avec ses fameux points de santé mentale. Qui sont en gros des méta-points de vie, des points de vie mentaux, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre des points de vue physiques à chaque fois qu'on prend des coups d'épée avant de mourir, et ben à chaque fois qu'on voit des choses horribles et qui peuvent vous rendre fou, on perd des points de santé mentale, et quand on n'en a plus, on est mort. Donc globalement, c'est des points de vie pour des jeux où on se met pas des pains, mais où on voit des choses horribles, si je me permets cette métaphore un peu triviale. Et évidemment, ça a fait boule de neige, il y a plein d'autres jeux qui ont réutilisé ce concept de points de vie mentaux, par exemple Axel. Est-ce que tu veux Bah nous... ouais, carrément. Alors, il faut que ça fonctionne un peu différemment, mais moi je joue beaucoup à Warhammer, où on récupère beaucoup des points de folie au fur et à mesure des horreurs qu'on va croiser, notamment avec les dieux du chaos, mais aussi évidemment beaucoup d'autres choses. Et ces points de folie vont à terme provoquer des troubles, qui vont eux-mêmes provoquer des changements de RP. Par exemple, on va pouvoir se retrouver avec un personnage complètement kleptomane ou inconscient du danger qui fonce en 1 contre 20, ce qui n'a aucun sens. Et qui du coup rajoute du jeu et change vraiment la façon de jouer son personnage, normalement en tout cas. Euh,
Parce que, évidemment, tous les joueurs ne sont pas à l'aise avec le fait de changer l'attitude de son personnage qu'on a créé et qu'on a pensé au début. Et c'est une passe décisive pour Mathieu, Oui, ici, donc, directement. alors, une fois qu'on a mis des folies, les premières folies qui sont apparues dans le jeu de rôle, bah, beaucoup ont été de la coercition de roleplay. C'est-à-dire, vous devez jouer maintenant quelqu'un de kleptomane, vous devez jouer maintenant quelqu'un qui a une folie maladive, prêt à se jeter dans les dangers alors que tout le pousse à fuir. Et puis, au bout d'un moment, j'imagine que les jeux ont commencé à se dire, bon, c'est bien d'avoir une petite obligation de roleplay, mais on va aussi avoir un effet sur les stats. Et donc, très souvent, la folie, le fait d'avoir peur, le fait d'être pris dans ses manières de voir la réalité différemment, ça va donner des malus sur sa fiche de personnage qui vont être un peu plus brutales, un peu plus directes, et que le joueur ne pourra pas ignorer. Ça, c'est, on va dire, la manière... voilà, quelqu'un qui ne ferait pas de jeu de rôle ou qui s'intéresse au jeu de rôle, qui voudrait savoir, mais comment on fait le point de la folie? La folie, de manière la plus basique, la plus classique, c'est comme ça qu'elle est gérée, c'est-à-dire point de vue mentaux, obligation de roleplay avec des traits déviants et des malus sur sa fiche de personnage parce qu'on a peur ou parce que maintenant on ne peut pas s'empêcher de faire telle ou telle chose. Et donc j'imagine que depuis il y a beaucoup d'autres choses qui ont été travaillées et c'est pour ça qu'on est là. Complètement. Et Avant toute chose, moi oui. j'ai une question à poser quand même à Jérôme et à pardon, excuse-moi, c'est Daniel. à Jérôme et à Daniel. Je suis désolé, depuis tout à l'heure j'ai envie de t'appeler Didier. Alors c'est possible que ça parte pendant le truc, mais Appelle le docteur. Appelle le docteur. Docteur. Ah, bah, très J'aborderai bien. pas si Ah, tu vois. complètement. Mais donc du coup, il y avait un truc que je voulais vous demander parce que moi je joue très peu la folie et je joue très peu avec justement Jérôme faisait référence à quelque chose comme quoi c'était très lié à l'horreur, c'est que je joue très peu à des jeux d'horreur, voire pas du tout parce que je suis pas un grand fan pour moi, ça me fait vite peur en fait. Et j'ai une question, c'est pourquoi on joue la folie en jeu de rôle? Quel est l'intérêt en fait en termes de jeu et autour de la table même pour des joueurs? Qui veut commencer? Je vous rassure, moi je joue la folie dans le jeu de rôle. Ça tombe bien, on est complémentaires, mais qui veut se lancer sur cette question? Je peux bien, allez. Vas-y, Daniel. Moi, la folie, enfin bon, Cthulhu, ça m'avait. J'ai adoré Cthulhu, j'ai adoré l'ambiance, l'appel de Cthulhu. Ça changeait un peu de Donjons et Dragons, d'exterminer des gobelins ou des choses comme ça. Et ensuite, ça sonnait un peu creux. Et parce qu'en fait, il n'y avait pas justement, on jouait la folie, mais en fait, c'était des points de vie, quoi. Et j'ai redécouvert ça quand j'ai joué à Sombre. Sombre a un système qui est très bien, où en fait on a des cartes qui expliquent le type de personnage qu'on devient. Et j'ai trouvé que ça c'était suffisamment concis pour nous laisser une interprétation. Et donc dans Sombre, on joue c'est des films d'horreur. Et en fait, bon, il y en a un peut-être qui va survivre à la fin, mais c'est vraiment bien. Le but, c'est de faire notre descente. Et donc, quand on jouait un personnage qui part en cacahuète, c'est assez amusant, quoi. Et donc, une des merveilleuses interprétations que j'ai vues et le pouvoir qu'on peut avoir, justement, c'est un joueur qui était désespéré, dépressif, et qui, chaque fois qu'on proposait quelque chose, disait non, non, ça va mal se passer, etc. Et finalement, on a passé la partie à ne rien faire. Et c'était très fun, mais on s'en est rendu compte qu'à la fin. Excellent. Et c'est simplement le genre de choses où le joueur nous a pourri la partie en étant défaitiste. Et c'est le genre de truc qui se dit, mais ça serait jamais possible. Et c'était fun. D'accord, donc Voilà. pour toi... Donc en fait, pour moi, le gros intérêt, c'est de jouer autre chose, c'est de mettre dans une situation, d'avoir un roleplay un peu différent. Donc c'est au-delà des... Voilà, dépassons les points de vie mentaux. Toi, ce que tu aimes, c'est le challenge de roleplay qu'il y a dans interpréter tous ces comportements un peu bizarres et déviants qu'on appelle des folies dans le jeu de rôle, quoi. Voilà. Ok. Et Jérôme? Ouais, pardon. Je sais pas, moi je vois Enfin, il y a une demi-douzaine de raisons qui peuvent arriver assez facilement. Tout d'abord, souvent, on s'est servi de la folie pour expliquer des comportements anormaux. Par exemple, le grand méchant du scénario qui est fou. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il est fou. Avec, c'est plus ou moins une facilité, c'est plus ou moins une excuse. Mais je pense qu'on a eu aussi beaucoup de folie, en fait, qui a été représentée sans passer par la technique.
et pas forcément de la façon la plus intéressante, mais c'était assez courant. Moi, je me souviens par exemple dans les années 90 où on regardait tous X-Files, où on regardait tous des séries sur les profilers, des trucs comme ça. On en avait en permanence. Ensuite, il y a le côté essayer de comprendre la folie, en faire une énigme, un code à craquer, quelque chose comme ça, qui peut être une. Il paraît même qu'il y a des jeux qui sont basés là-dessus, mais je voudrais pas spoiler. Et souvent, on sait qu'il y a un sens, mais on ne le connaît pas en fait. Et on essaye de comprendre comment pense un PNJ ou quelque chose comme ça. Ça peut être utilisé pour créer un sentiment d'incertitude. C'est un truc, à mon avis, parmi les plus importants. L'idée que tout peut arriver, en fait. Les règles normales ne s'appliquent pas. Ça peut être les règles normales du jeu, ça peut être les règles normales liées à la façon dont on contrôle son personnage. C'est-à-dire souvent plus du tout, en fait. Ça peut être plus du tout, ça peut être on est limité dans ce qu'on peut faire ou pas, ça peut être. Tout à l'heure, tu parlais pas de Cthulhu, mais on peut même penser à Donge où tu changeais d'alignement, par exemple. Des choses comme ça, enfin, c'est plus ou moins élaboré, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir les règles habituelles vont changer, quoi. Ça peut être ce qui est familier pour nous ne l'est plus. Tout ce qui est l'étranger. Comment ça s'appelle? L'inquiétante étrangeté, voilà. Ensuite, ça peut être pour créer un sentiment de vertige. Donc là, je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple ciné, genre, je suis un peu obligé de spoiler Fight Club. La révélation est paf, en fait, tout ça s'est passé parce que je jouais un personnage qui était pas tout à fait net, mais je m'en rendais pas compte. Ou pas compte à quel point. Ça peut être aussi des moyens de parler du monde qui nous entoure, en fait, de ce qu'on prend pour tout à fait normal et qui l'est pas. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu où on s'aperçoit qu'un type est censé être fou, en fait, et la personne qui tient les propos, qui propose les choses les plus sensées. Ce genre de choses. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons. En général, pour moi, ce qui va être le plus important, c'est ce qui va se rapprocher de cette question d'incertitude, de fait que les règles s'appliquent ou s'appliquent pas. Tout ce qui va être du coup relatif au moment où on alterne, enfin quand on alterne en fait le moment où on a le contrôle et le moment où on n'a pas le contrôle, ce genre de choses. Et l'autre point le plus important pour moi, c'est tout ce qui est... ouais, c'est ça, enfin c'est un peu la même chose en fait. Ces histoires de qu'est-ce qui est normal ou pas. Mais tu parles aussi beaucoup là dans ce que tu me disais, on entend beaucoup aussi en fait un ressort de scénario. Quand tu dis craquer la folie de tel PNJ pour comprendre ce qui se passe, c'est en fait un ressort de scénario, c'est-à-dire tout ce qui est perception du réel transformé, comportement socialement déviant, toutes ces choses-là ont l'air d'être des ressorts de scénario et d'univers et d'ambiance qui ont l'air d'être très forts. Alors tu peux les employer comme tels, et je pense que ça a souvent été employé comme ça. Tu peux aussi en faire des ressorts de tes règles. Le fait de ne pas contrôler son personnage, c'est un peu la base de la santé mentale. Euh, en- Tout à l'heure, tu me posais des questions par rapport à Within. Sur Within, par exemple, quand tu dois craquer, tu as trois possibilités. Soit tu fuis, soit tu fonces, soit en fait tu restes hébété. Donc ton choix va être plus ou moins guidé par rapport à d'autres éléments techniques du jeu, on va dire, par rapport à ton état actuel. Mais tu gardes le contrôle sur la façon dont tu joues juste à cette contrainte-là, en fait. Et ces éléments-là, bah, c'est des éléments mécaniques. Donc tu peux vraiment les prendre par l'angle que tu veux, en fait. C'est peut-être pas le cas surtout avec autant de facilité, hein, mais tu vois, quand on parlait du truc de façon Fight Club, ça c'est effectivement difficile à créer. En tant que joueur, je veux dire. Ouais, mais on reviendra sur comment on pourrait faire Fight Club avec la règle de Within après. Mais tu as peut-être une question, Axel? Non, 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 c'est intéressant, surtout ce côté justement changement de règles, changement de paradigme en fait, pour le joueur justement. Ce côté
plonger dans la folie ou basculer dans la folie, que je trouve intéressant, qui peut même être un bon mécanisme, j'ai l'impression, d'histoire, mais même de trucs hyper, hyper temporaires en fait, sur un one-shot par exemple. Complètement changer les règles du jeu sur un one-shot et le faire via la folie, ça peut être hyper cool quoi. Et moi, je vais rebondir donc sur cette histoire de folie, de perception du monde un peu barré, comme un ressort de monde, de scénario. Et là, j'ai envie de me tourner vers le docteur. Et peut-être que tu veux nous parler du fameux, la méthode de Dr Chestel sur ce sujet. Ah là là, bon, tout à fait. Alors, donc la méthode de Dr Chestel, c'est un jeu des années 90. Ah, ça date un peu quand même. Dans lequel on est des soigneurs, donc avec une connotation médicale, mais bon, un peu vétérinaire, un peu. Le terme avait été choisi un peu pour ça. Donc on va rentrer dans l'esprit de quelqu'un pour le guérir de sa folie. Donc les gens qu'on va guérir, ce sont des gens qui ont des petites folies ordinaires. Donc ils ont peur du noir. Ils veulent plus prendre l'avion, voilà, c'est des choses. Des phobies, quoi, des petites phobies. Des petites phobies, des choses comme ça. Ou par exemple, il leur faut absolument leurs pattes de lapin, enfin voilà, n'importe. Des tocs ou des phobies. Petites choses. Des petites choses. Donc on rentre dans l'esprit de ces personnes, et là on trouve le monde qui est tout à fait normal, sauf que tout ce que croit le patient est vrai. Si le patient est persuadé que les personnes rousses sont des sorcières, les personnes rousses sont des sorcières avec des pouvoirs de sorcières. Si le patient est persuadé que la Terre est plate, eh bien la Terre est plate. Si les avions mènent au ciel, ben, les avions mènent au ciel, et donc on arrive au paradis. Voilà, directement. Et donc le but des soigneurs, c'est de remettre l'univers à plat. De faire que l'univers en fait tourne bien, que la Terre soit bien ronde, que les avions atterrissent quelque part, etc. quoi. Et donc c'est quoi? C'est le scénario ou le MJ qui décide quelles sont les logiques différentes dans cet univers? Par exemple, quand tu dis les avions permettent d'aller au ciel, c'est les joueurs qui ont le pouvoir de décider ça ou c'est le MJ qui a préparé ça dans son scénario? Donc c'est le MJ qui a préparé ça dans son scénario. Donc en fait, les soigneurs débarquent dans une situation, ils sont par exemple à l'aéroport et l'avion va partir. Et on voit que les avions, il n'y a que à l'aéroport, il y a par exemple, il y a que des départs et aucune arrivée. Voilà. D'accord. Voilà. Donc après, les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors le système est assez libre, donc on joue des personnages ordinaires. Et puis on a la possibilité de faire, donc il faut essayer de comprendre les ressorts, d'où ça vient, pourquoi il y a ça, et de faire croire quelque chose au patient. Donc en fait c'est un peu comme Mission Impossible, on comprend un peu ce qui se passe, on trouve le patient, on lui fait une démonstration que ce qu'il croit c'est n'importe quoi, ou qu'en fait la réalité c'est pas ce qu'il croyait, mais qu'en fait il y avait autre chose, un peu comme dans Mission Impossible. Ça marche plus ou moins bien, et on a guéri le patient. D'accord. Et est-ce que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours d'aller prendre la perception différente de la réalité du patient et de la remettre vers la perception, on va dire, la plus commune? Ou est-ce qu'il y a des moments où les joueurs peuvent se faire aussi se dire, bah non, en fait, c'est super, moi j'adore ce monde où les arbres font des fruits en chocolat, je trouve ça meilleur et je voudrais rester ici. Ça peut arriver ou... Alors, ça peut arriver, mais c'est pas le but du scénario. Voilà. D'accord. On est là pour guérir le patient. Alors après, on peut venir être une équipe qui vient, enfin, soit une deuxième équipe qui veut absolument rester là, mais voilà, bon, il y a des variantes, il y a des choses possibles. Mais de base, le jeu, c'est ça. Alors ensuite, donc c'est de la folie avec, comment dire, en fait, on rentre dans l'esprit des gens et on perçoit les choses de manière différente. J'ai une anecdote par exemple, donc si quelqu'un a peur des insectes, je me souviens d'un scénario, donc en fait le patient a peur des insectes, donc les soigneurs arrivent, rentrent chez lui, arrivent à se faire inviter, et tout, et pendant qu'ils patientent, il y a une mouche qui apparaît. Et de suite, tout prend une autre dimension, qu'est-ce qu'on fait d'une mouche? Est-ce qu'il faut la laisser au risque? Si le patient croit que les insectes font peur, on attend de voir ce qui se passe, on l'écrase pas, etc.
Donc on peut faire 15 minutes de discussion là-dessus, c'est ce qui s'est passé, pour savoir ce qui était bien. Au bout de 15 minutes, les soigneurs ont décidé d'écraser la mouche. Là, ils se sont rendus compte que aucun n'était un spécialiste en combat et c'était vachement marrant. Donc ils ont dit pour s'aider, on va essayer de sortir un magazine. Donc ils ont décidé quand même quels étaient les gros titres du magazine qui pouvaient avoir le plus d'influence sur le patient. Donc encore 5 minutes de discussion là-dessus. Et ensuite un joueur a lancé les dés. Donc dans la méthode Dr Chastel, on peut lancer les dés et on peut réussir l'impossible. Donc c'est en fait ça va marcher. On ne sait pas comment. Enfin ça peut marcher ou ne pas du tout marcher. Et c'est totalement ouvert, par exemple, quand le joueur lance les dés, quand le meneur voit le résultat, il faut qu'il fasse avec. C'est-à-dire que soit le joueur a totalement réussi, soit il a totalement planté, soit c'est moyen, voilà, c'est une chose. Bon là, les joueurs ont totalement planté, et ça a été... 2 ans après, il y a un joueur qui me disait que quand il voyait un pot Bonne Maman, quand il ouvrait le frigo pour regarder son pot de confiture Bonne Maman, il en avait des cauchemars. Mais bon, c'est... voilà. Ça peut partir en live. D'accord. Donc en fait, c'est quand même quelque chose où on va beaucoup discuter, où on va essayer de faire des plans, et les joueurs ont énormément de pouvoir, et le piège, c'est que les pouvoirs, faut pas s'en servir. Il faut essayer de faire les choses le plus sainement possible, le plus simplement possible. Mais c'est vraiment tentant quand tu peux faire ce que tu veux de partir en déconnade. Donc soigner le patient, c'est pas ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas lui laisser de séquelles. Donc en général, la mission est accomplie, le patient est soigné, et puis derrière, il y a plein de petits à côté qui font que il va falloir faire d'autres missions derrière pour aller soigner le patient. C'est un jeu sans fin. C'est génial. Donc la folie, en fait, c'est une folie. C'est comme ressort de. Oui, mais je te dis, là pour moi, c'est le ressort. La folie est un ressort de scénario et un ressort de monde. C'est ça que tu mets en avant dans ce jeu. Et voilà, c'est pas une folie psychiatrique. On vient avec nos moyens, notre psychologie de comptoir, voilà. Et puis s'il y a un monstre, le savoir s'il faut c'est le seul jeu où les gens vont discuter pour savoir est-ce que je dois gagner un combat ou est-ce que je dois le perdre, par exemple, et où en général on se bat pas. Parce que si tu veux, pour que je vous explique dans le jouant avec, ce qu'on essaie de faire avec Axel, c'est aussi d'essayer de trouver des méthodes, des conseils, des choses qu'on peut donner à des MJ ou des gens qui veulent travailler leur monde de jeu de rôle, etc. Et comment ils peuvent rendre chaque règle de jeu de rôle classique, comme les points de vie, l'initiative, et donc là ici la folie, la twister, la rendre plus intéressante, etc. Et là, de ce que tu décris, c'est que dans n'importe quel jeu de rôle, quel qu'il soit, on pourrait adapter ce concept de la méthode. Même dans DD, ça peut être un monde où tu dois soigner le baron machin et rentrer dans son monde onirique et essayer de trouver des solutions comme dans le Dr Chastel. Donc c'est... Axel, tu as des peut-être... En fait, ce que j'aime beaucoup, alors c'est ce que j'ai perçu de l'explication du coup de Daniel, pas Didier, pas de... Voilà, c'est Daniel. C'est une espèce de folie douce où on a justement envie d'entrer pour voir ce qui se passe et découvrir le monde. Et ça, c'est pas fréquemment le cas parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de... En tout cas, c'est pas le sentiment que j'en ai eu, qu'il y ait de gros malus à être dans la folie. Et justement, vu que c'est le cœur du jeu, ça rend la chose tout de suite beaucoup plus attrayante. J'avoue que là, tu me l'as vendu, j'ai vraiment envie de jouer au Dr Chastel et d'avoir des pots de confiture Bonne Maman à la maison où je me pose la question pendant 15 minutes si j'écrase une mouche, quoi. J'avoue qu'il y a un côté très... en tout cas, moi, ça s'en est ressorti quelque chose de doux, ou même réussir à soigner, c'est pas forcément le but ultime, parce qu'on sait que derrière, évidemment, ça peut être sans fin, avec des séquelles, c'est découvrir justement ces différentes réalités, quoi. Cette situation sur la méthode, et c'est justement quelque chose qui, à mon avis, le rend difficile à utiliser dans d'autres campagnes. C'est-à-dire c'est effectivement techniquement faisable de s'en servir comme scénario. Par contre, il y a des présupposés qui sont super importants sur le côté on est là pour soigner, on est là pour pas faire de séquelles. Et ces aspects-là, enfin en tout cas quand on y avait joué, je sais pas à quel point c'était dit aux l'heure de jouer ou pas. Mais ces éléments-là sont pas forcément évidents à retransmettre à des joueurs qui sont sur une campagne d'un autre jeu. Ça dépend du jeu en fait. La bienveillance n'est pas obligatoirement naturelle dans une équipe de Donjons & Dragons, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Par exemple, mais de ça ou de notre jeu, enfin peu importe en fait. Juste l'idée de se dire on résout pas un problème, mais on
pense aux séquelles et aux conséquences de ce problème pour la personne, en fait, plutôt que résoudre notre problème à nous. Et c'est à mon avis, c'est quelque chose qui est assez particulier, Mm. qui peut être fait ailleurs, hein. C'est bien sûr pas impossible. C'est juste, à mon avis, il faut faire très attention à ça. Ouais. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est vraiment le concept central de la méthode du docteur Chastel et que du coup, c'est pas le point central qu'on retrouve dans la plupart des jeux, justement. On est plutôt à traiter le problème qu'à traiter les conséquences du dit problème. Oui, parce que dans les jeux de rôle classiques, la folie, soit tu t'en remets jamais, soit tu t'en remets avec un coup d'un médecin. Genre dans Warhammer, je crois que c'est assez violent quand même de guérir de la folie. Ouais, c'est aléatoire. De mémoire, c'est très aléatoire. Très aléatoire et ça peut vraiment empirer. Ok. Je dirais c'est un peu normal puisque la folie a été conçue comme une alternative au combat et au point de vie. Donc en fait, on part de point de vie, on part d'une situation, c'est une comptabilité. On n'est pas sur quelque chose qui joue sur les conséquences, sur l'affectif. Par exemple, si par exemple dans Dr Chastel, tu as quelqu'un qui a des remords parce qu'il a tué quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu lui enlèves ses remords ou tu les lui laisses? C'est une très bonne question. Ouais. Voilà. C'est un choix et j'ai des tables qui se sont déchirées sur ce genre de choses-là, sur ce concept. Il y a des gens qui ont des choses différentes, des gens qui ont dit ben non, si on le guérit, on va en faire un psychopathe. Si on le laisse comme ça, ben, on va le conduire au suicide. Ben, tant mieux, voilà. Donc fallait où trouver le juste milieu. J'ai eu de tout. Par contre, en termes de jeu, ce qui peut être aussi sympa, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Par exemple, si on est Batman, on va avoir une certaine conception du monde. Si on est le Joker, on va avoir une autre conception du monde. Et quand on se met à penser de manière différente, on voit les choses de manière différente. C'est-à-dire que autant dans Donjons et Dragons, dans ma tête, on joue des psychopathes au départ, parce qu'on va tuer On y reviendra, des gens, etc. justement, on y reviendra. Dis donc alors. Mais quand on voit par exemple les conséquences qu'il peut y avoir sur une famille de gobelins, On y reviendra. Ça peut changer quoi. Voilà. En fait, on peut jouer tant que c'est pas mécanique, tant qu'il y a quelque chose, tant qu'il y a un affect, tant qu'il y a des émotions, on peut apporter quelque chose. Et pour moi, la folie, c'est des gens qui voient les choses de manière différente, avec des conceptions de la réalité différentes. Mais bon, par exemple, pensez que le vaccin va vous mettre des puces Windows dans la peau. Bon, c'est une conception, hein, voilà. Ouais, moi Et j'étais déçu. si ça devient réel pour les joueurs, ça va changer un peu la donne, je pense. Voilà. Complètement. Moi j'étais très déçu, pas de 5G avec la première injection, j'attends la deuxième avec impatience. Ouais, je le dis. Alors moi j'ai fait ma mise à jour, donc l'écran bleu, ça passe, j'ai plus de Ouais, problème. ouais, tout à fait. Oui, Axel. Vas-y, Matt. Donc Jérôme, je voudrais parler d'abord de Within, après tu as dit que tu avais travaillé sur d'autres règles de folie, et ça m'intéresse beaucoup. Mais est-ce que tu te rappelles, parce que tu me dis que ça faisait longtemps que tu avais bossé sur Within, donc, et sinon moi je peux le faire pour toi, mais est-ce que tu te rappelles de comment on joue la folie dans Within exactement? Alors, j'espère. Alors, par rapport à Within, je voudrais insister sur un point, c'est que c'est avant tout le jeu de Benoît Atinost. Et moi, c'est un jeu qui a été très important pour moi, parce qu'il y a une première version qui a existé des années et des années avant que le jeu ne soit publié. Et en fait, alors je vais toujours faire un lien avec l'horreur, mais moi quand j'étais ado, en fait, j'avais joué un peu, j'avais mené un peu à Cthulhu, ce genre de jeu, et en fait ça s'était très 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 mal passé. C'est-à-dire que mes joueurs m'avaient engueulé parce que je mettais des fausses pistes, qu'il fallait pas, que sinon on n'allait jamais réussir la mission, ce genre de truc. Et du coup je les avais crus, et j'avais arrêté d'y jouer pendant des années, je crois une dizaine d'années, un truc comme ça. Jusqu'à ce que Benoît me propose de relire Within en fait. Et en lisant Within, j'ai vu une version de Faire l'horreur. Alors en même temps, il y avait Anthony Combrexel, Lino, qui le relisait aussi.
Et donc, pour moi qui me remettais à ce genre auquel j'avais pas joué du tout depuis des années, avoir Anthony et Benoît qui filent des billes, qui expliquent des trucs, bah, du coup, j'ai eu des espèces de cours de rattrapage de folie en fait sur le domaine. Et donc, j'étais très imprégné par la version de Jouer l'horreur qu'on trouve dans Within, qui est une version, et la folie, qui est une version où, en gros, on joue avec les perceptions du monde, ce que nous on appelle les techniques surréalistes, c'est-à-dire le côté, on va altérer ce qu'on raconte en tant que meneur aux joueurs pour pour leur raconter quelque chose qui correspond à ce que perçoivent leurs personnages. L'idée a l'air très simple, mais ça peut être par exemple, on va organiser une séance pour aller jusqu'au bout de la folie d'un personnage. Des choses comme ça. Ça se fait notamment suivant deux caractéristiques. Alors je ne vais peut-être pas trop aller sur l'aspect technique, mais pour pas trop spoiler les gens qui seraient sur des campagnes de ce jeu, mais qu'on appelle Alpha et l'Oméga, qui vont tracer un peu je sais pas comment dire, la vision du monde, l'ambition, la destinée du personnage, enfin ce genre de choses, quoi. Et donc on va amener je sais pas comment dire, cette folie, on va lui donner corps en fait, on va la décrire, on va en décrire les perceptions intérieures. Je sais pas si c'est sur ce point-là que tu voulais. Bah, si, parce que pour moi, quand j'ai lu Within, ma révélation par rapport à la gestion de la folie, c'est que, effectivement, comme disait Daniel, moi j'ai toujours eu un souci avec. Enfin, un souci. J'ai trouvé ça assez limitant d'utiliser comme outil de gameplay la folie juste comme des points de vie mentaux. Enfin, tu vois, d'avoir une seconde jauge de points de vie, ok, elle est mentale, elle est physique. L'ajout de gameplay me semblait pas transcendant. Par contre, c'était plus intéressant quand on commençait à avoir des comportements qui devaient être déviants. Mais c'est très difficile quand tu dis à quelqu'un, tu dois jouer un gars qui considère que tout le monde, ce qu'on appelle, on va dire parano dans le jeu de rôle, ce qui n'a rien à voir avec la paranoïa clinique, entendons-nous, on parle de la paranoïa dans le jeu de rôle. Mais quand il y a marqué le mot paranoïa dans le jeu de rôle, c'est que tu pars du principe que tout le monde est ton ennemi, que tu regardes sur ton épaule, tout le monde t'en veut, etc. C'est bien beau de l'avoir marqué sur ta fiche, mais souvent le joueur va pas le jouer. Ou alors, si c'est Daniel, oui, il va le jouer beaucoup. Mais ça, c'est Daniel, il aime faire ça. Mais la majorité des joueurs, eux, ne le font pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup de joueurs qui ne faisaient pas ça. Et ce qui m'a plu quand j'ai lu Within, c'est qu'il prenait le problème à l'envers. C'est qu'il dit, sur la fiche du joueur, il n'y a pas marqué paranoïa. C'est le MJ qui sait qu'il commence à avoir des états de paranoïa qui vont progresser. Et c'est le MJ qui va décrire le monde pour aller dans le sens de quelqu'un qui est paranoïaque, dans la définition, on entend encore une fois, du jeu de rôle. C'est-à-dire, quand le personnage va aller voir le caissier du marché, il te regarde bizarrement, il te regarde de côté. Tu t'en vas, t'es sûr qu'il a pris son téléphone en te regardant avec un regard mauvais. Et toutes ces manières de technique, comme tu l'as dit, Jérôme, de description, etc., font que tu crées un monde où le joueur va se croire que vraiment tout le monde lui en veut. Bah, peut-être d'ailleurs que tout le monde lui en veut, ça c'est un autre souci, mais... Et donc tu lui crées ce sentiment de paranoïa de jeu de rôle, par la description du monde du MJ. Et j'ai trouvé ça génial parce que le joueur allait donc naturellement se dire, ok, le caissier m'envieux, bah, il voudra sortir toujours avec son flingue dans sa poche. Alors que s'il avait marqué sur sa fiche t'es paranoïa, peut-être que le joueur essaierait pas de faire ces trucs-là, alors que là, naturellement, il va vouloir le faire parce que le monde lui renvoie cette image à lui. Il y a un autre point que je trouvais très intéressant dans Within, alors c'était dès le départ, hein, c'était de bonne encore une fois, c'est le côté que souvent on va dire, ces folies sont, en fait, au départ, te rendent service. Et en fait, alors, en fait, ça peut avoir un lien avec ce que Daniel expliquait sur Sombre tout à l'heure, même si je connais pas bien la technique derrière Sombre. Mais c'est-à-dire qu'au départ, on va surtout être très perspicace et réellement remarquer des choses. Par contre, à force de remarquer des choses, on va, oui, s'enfoncer dans la paranoïa de jeu de rôle. Mais ce côté tentation, pour moi, était vraiment quelque chose qui apportait ce jeu, en fait. Est-ce que ça te plairait plus, Axel, de jouer avec Bah, de la folie comme ça? ça me plaît, bah, carrément, et je trouve que en fait, c'est vraiment un changement d'idée, ça repose beaucoup sur le MJ, et du coup, il y a aussi ce côté, je jauge ce que j'ai envie que les joueurs soient paranoïaques, pour reprendre cet exemple-là. Parce qu'on a le joueur qui joue pas la paranoïa,
et on a le joueur qui peut pourrir la table à cause de la paranoïa aussi. Ça, c'est un truc qui est aussi possible, et ça donne une marge d'action, on va dire, un peu plus importante pour le MJ. Je reviens sur le dernier point, sur le côté envie d'aller plus loin et envie parfois d'utiliser et d'aller dans la paranoïa, la folie et le trouble. Il y a Pierre, Pierre Pradal, donc dans le chat, qui nous parlait de culte, qui fonctionne aussi beaucoup comme ça, où on recherche la folie pour découvrir les mystères du monde et aller de l'autre côté du voile, quoi, finalement. Lever le voile et Merci. voir ce qui se passe, quoi. Merci pour la transition, car oui, Ouais, c'est magnifique. c'est d'ailleurs ce que Daniel avait déjà commencé à teaser, et il me semble que Mm. Wizin a beaucoup repris ça aussi de culte. C'est-à-dire que, et ici, la folie, en fait, c'était un moyen de progresser. Parce que, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que dans la majorité des jeux, comme Tool, etc., la folie, c'est la mort, c'est la fin du personnage. Mais il y a des jeux, donc comme Cult, comme Within, qui partent du principe qu'en fait, bah non, la folie, c'est le voile de la réalité qui se révèle. Et en fait, le joueur va en savoir plus sur le monde. Et quand il va commencer à dire aux gens, mais si, il y a des créatures tentaculaires dans l'espace qui veulent contrôler notre esprit, évidemment, il a l'air d'un fou auprès du commun des mortels. Mais sauf que dans la réalité du jeu, il a raison, il allait plus loin dans la réalité. Culte va encore plus loin là-dedans, va pas aller, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait spoilé, mais tout le principe de culte réside dans le fait de casser le voile. Il y a ça aussi dans Within, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça. Je te laisse terminer, je vais spoiler un autre jeu, mais un jeu vidéo. D'accord. Et même dans des jeux comme genre Shadow of the Monlord, bah, au bout d'un moment, la folie et le fait même de la corruption dans Shadow of the Monlord, le fait de devenir proche du Seigneur des Monts qui apparaît comme une chose normalement endgame, et ben dans le Seigneur des Monts, on peut se poser à un moment la question de bah, est-ce qu'en fait c'est pas plutôt réalisé. Ok, t'as des tentacules, t'es bizarre, et t'as la peau avec des trucs étranges, et t'as l'air d'être un monstre mutant pour l'écrasante majorité de la population, mais d'un point de vue cosmogonique, peut-être que t'es plus proche de la réalité que les autres. C'est un peu la même chose que si dans Culte. Et donc, Ah, oui. oui, donc voilà, c'est pour dire que il y a des choses à faire là-dessus dans la folie. Est-ce que vous avez, vous, Mm. donc, des exemples, des remarques sur ça? Alors, juste une chose, pour moi, le type de folie, enfin la folie et la tentation, ça peut être lié. Dans un jeu comme Star Wars, il y a le côté obscur de la Force, en fait, où c'est la folie, en fait, c'est la folie tentatrice qu'on voit arriver, mais c'est un type de folie aussi. Et pour moi, beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant que le côté comptage de points de vie, quoi. Enfin, Et donc, et je laisse Jérôme? parler Jérôme. Alors, je vais revenir sur le point avant, parce que j'ai un peu peur d'oublier. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Bloodborne. Blood Bowl? Euh, Bloodborne. Bloodborne, Ah, Born, Bloodborne. Ah, parce que ça n'a rien à qui est voir. à peu près pas du tout la même ambiance. C'est un jeu où vous pouvez avoir des points de lucidité qui vous permettent, alors très probablement d'être soit beaucoup plus lucide, soit beaucoup plus fou. Et j'ai pas l'impression que ce soit la première, qui vous permettent de voir justement des créatures euh, euh, type Lovecraft, mais qui sont dans la cité dans laquelle vous évoluez. Euh, c'est euh, c'est un jeu qu'on pourrait rapprocher, je sais pas, d'une ambiance à la Castlevania 3D, quoi, pour aller vite. Mais pas le jeu Castlevania 3D dont je viens juste de me souvenir de l'existence et qui est beaucoup moins bon. Mais dans ce jeu, en fait, plus vous avez de points de lucidité, plus vous voyez en fait ces vraies créatures, enfin ces créatures qui sont vraies dans l'univers du jeu, qui sont particulièrement effrayantes et qui sont juste partout en fait. Et votre vision de ce qu'est l'univers du jeu change. C'est quelque chose qui est. Enfin, moi je me souviens l'avoir utilisé sur quelques one-shots, en gros sur on va dire sur l'OSR, pour pas rentrer dans les détails. Mais c'est quelque chose qui marche aussi assez bien en fait. Et à un moment de se dire, waouh, mais je vois plein de trucs en plus, mais est-ce que j'ai intérêt à les voir? Est-ce que vraiment je suis en train de devenir fou? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et apparemment, j'ai le choix entre deux réalités vers laquelle je veux me diriger en fait. Tout à fait. D'accord. Et, Effectivement, c'est hyper intéressant et c'est bien que tu mentionnes Bloodborne qui a des mécaniques très connues qui ressemblent beaucoup aux Souls, etc. Et où justement cet aspect folie et cet aspect déliquescent qui progresse
fait la particularité et qui fait que ça a autant plu. Ce qu'on retrouve mine de rien entre guillemets dans Within avec cet aspect où justement on progresse, le meneur de jeu fait progresser la folie et du coup le monde progresse dans ce sens-là. Et j'ai l'impression dans Culte, alors Culte j'ai pas lu donc je vais pas m'avancer ni rien, mais où j'ai l'impression que c'est aussi le cas dans Culte. Plus on avance, plus on apprend, mais plus on est dans un truc où inextricable, voire horrible. Oui, je te confirme, dans le culte, c'est comme ça aussi. Oui, c'est le cas. Mais en autre jeu vidéo, rapidement, je vais reciter Disco Elysium, mais qui j'ai mes marottes, hein, Ouais, qui est dans son style est pas mal aussi, puisque en fonction des compétences que tu vas développer dedans, les compétences vont te parler. Mm. Et donc, en gros, si tu décides de lutter contre ton addiction à l'alcool, parce que le personnage est alcoolique au début, et de rejeter tous les trucs un peu trop bizarres, etc., le monde va devenir très cartésien, etc. Alors que si tu mets des points à fond dans artistique, dans projection mentale, etc., tu vas résoudre l'enquête, mais dans un monde qui a l'air d'être complètement surréaliste et fantastique, parce que la voix artistique va te dire « Mais non, regarde, ce dessin que tu vois là, c'est bien plus qu'un dessin, cela montre ce qui se passe dans l'inconscient collectif de toute cette ville, etc., etc. » Et donc, en tout cas, c'est un jeu aussi qui, en fonction des choix que vous faites, vous jouez selon la folie que vous orientez, et le jeu et le goût du jeu est très différent, parce que c'est un jeu très narratif, même si c'est un jeu vidéo. Voilà, donc c'est une utilisation de la folie comme perception de la réalité pour les joueurs. Et justement, je rebondis sur ce que Daniel disait tout à l'heure sur dans Donjons et Dragons, on joue des psychopathes. En fait, moi, j'en suis venu à me demander, est-ce que juste être fou, c'est pas la nature normale d'un personnage de jeu de rôle? Je veux dire, il faut être fou pour descendre dans un donjon et tuer des monstres, il faut être fou pour vouloir aller tuer une cthulhu ou lutter contre une cthulhu, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la base, quoi. Tous les personnages de jeux de rôle sont timbrés par rapport à la norme de la société dans laquelle ils vivent. Je sais pas si ça vous a inspiré ça, vous avez voulu jouer ce genre de choses dans des jeux de rôle, ou est-ce que vous avez cette impression-là, ou est-ce que je m'égare complètement, mais... Oui, mais bon, c'est très clair, mais en fait, enfin, on a chacun une perception de la réalité. Elle peut être ce qu'elle est. Il y a des gens qui croient, que les ovnis existent. Il y a des gens qui croient que un vaccin peut vous guérir. Il y a des gens qui croient que on peut conduire une voiture sans avoir d'accident. Voilà. Il y a des gens qui croient qu'on peut fumer des cigarettes et ne pas attraper de maladie. Voilà, on a tous quelque chose. Après, donc moi ce que je trouve intéressant, c'est de jouer, de comprendre ces mécanismes et de voir un peu quel est le rapport qu'on peut avoir avec la réalité, ou qu'est-ce qui peut être tentant. Enfin, je vais revenir sur Star Wars, ce genre de choses-là, enfin, ou dans Donjons et Dragons par exemple. Je sais que je suis un psychopathe, que je vais tuer, etc. Mais ça me rapporte, je gagne en faisant ça. Je deviens plus fort, plus puissant, plus costaud. Donc en fait, je me laisse tenter par ce côté obscur de cette folie. Et c'est un moyen aussi de tester ses propres limites. C'est aussi un peu ce que j'aime. Les propres limites du Donc, quoi? comme Du ça, joueur ou du personnage? Du joueur. Pour moi, c'est limite du joueur. Alors après, il peut y avoir aussi des précautions à prendre, puisque ça dépend aussi comment le meneur de jeu peut faire ça. Enfin, faut laisser un peu de liberté aux joueurs pour savoir ce qu'il y a. Mais par exemple, quand je vois les photos les traces sanglantes sur derrière Axel, je me dis que bon, on peut aller loin avec lui. Donc c'est des choses, voilà, c'est des choses sympas, voilà. Donc Mais il a l'œil. on a on a des choses en jouant sur les perceptions, en jouant sur ce que voit son personnage ou ce que ressent son personnage, on peut aller explorer des choses un peu plus loin et tester ses propres limites. Et dans Donjons et Dragons, jusqu'où peut-on aller dans l'horreur? Et en général, le problème, c'est que moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont très loin sans aucun problème. Et sans s'en rendre compte en plus. Ouais. Et sans s'en rendre compte. Parce qu'on leur dit que c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ça le bien. C'est quand même le grand truc, quoi. On ne pose même pas la question, je dirais. Ouais, c'est clair. Clairement. Et Jérôme, tu avais dit que tu avais travaillé sur d'autres règles de folie sur d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que, encore une fois, dans Jouons avec, et là, la folie, on aime bien, pareil, donner des idées de gameplay. Là, on a parlé de manière très roleplay, très scénario. Et si on revient un peu à la mécanique pure et dure, est-ce que tu as des mécaniques qui permettent de jouer avec la folie de manière intéressante?
Alors, en fait, moi, c'est plutôt sur l'aspect technique, au sens technique d'animation de partie, quoi. Hein. Du coup, exactement l'inverse de ce que tu me demandes, je crois. Mais Bah, non, parce que ce sont des outils qu'un MJ peut utiliser pour travailler sur ça, le concept de la folie. ça, clairement. Je voudrais juste revenir, enfin, et ça va faire un lien avec ça, hein, mais par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu'on demande tout le temps au PJ de faire des horreurs pour le bien sans se poser de questions. Euh, Là aussi, je vais aller chercher dans le jeu vidéo. Il y a 2 jeux vidéo pour moi qui sont assez notables là-dessus, qui interrogent pas mal ça, qui sont un jeu qui s'appelle Shadow of the Colossus, qui est un jeu qui est sorti il y a beaucoup trop d'années maintenant, mais qui est tout le temps, enfin chaque génération de consoles il ressort, et un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line, qui est un jeu qui reprend les classiques de tout ce qui est shooter militariste, et qui refait en fait une revisite au cœur des ténèbres, d'Apocalypse Now, ce genre de truc. Euh, Spec Ops The Line a plein de qualités et il a aussi un gros défaut, c'est qu'il est c'est que c'est un jeu vidéo en fait. Donc c'est-à-dire que si tu comprends où veut t'amener le jeu, t'as qu'une seule façon de gagner réellement, qui est d'arrêter de jouer. Euh, Quand t'as craqué 700, enfin pas 700, mais 70 € pour ton jeu, c'est sympa, mais t'aurais pu suivre la leçon sur YouTube et puis faire autre chose, quoi. Par contre, dans le jeu de rôle, on peut jouer beaucoup plus avec ça. Parce que vraiment ces jeux cassent plein d'automatismes et plein de choses. Et ça, dans le jeu de rôle, on peut le faire. Et notamment, quand je parle de casser les règles, il y a casser les règles mécaniques du jeu auxquelles on a l'habitude de jouer. Puis il y a casser plein de règles qui ne sont pas écrites, avec lesquelles on joue en permanence. Et qu'on n'a pas toujours conscience d'être des règles. Par exemple, je sais pas, des trucs aussi bêtes que le son. Si vous avez l'habitude de jouer avec le son, mettre un moment quelque chose qui est destiné au personnage, un son qui est vraiment diégétique, je sais pas, un truc tout con. Moi j'aime bien une chanson, alors vraiment là pour l'horreur par contre, qui s'appelle Samantha d'un groupe qui s'appelle Heads. Et souvent, quand je fais jouer à des jeux d'horreur, il y a un personnage il y a tout le temps un pré-Thierry qui s'appelle Samantha, au cas où j'ai envie de mettre cette chanson. Je vous laisse l'écouter si vous avez envie. Elle fait son effet quand vous la sortez dans le noir la nuit dans une partie. Mais il y a plein d'autres choses qui existent. Ça peut être des extraits de Mister Robot, si vous connaissez la série, où il y a plein de monologues qui peuvent être intéressants à recaser dans les bouches de vos PNJ. Des fois, c'est des trailers de séries, par exemple, où c'est souvent très très facile d'extraire le son qui nous intéresse et des choses qui peuvent être pas mal. Ça peut être joué avec quelque chose dont je me suis pas mal servi à l'époque, c'était sur Monster Art et dont je me resserre beaucoup. C'est pareil avec le son, de faire en sorte de dire qu'il y a des stimulus en fait pour les personnages. C'est-à-dire si vous entendez ce morceau, ça veut dire que votre personnage ressent ce type d'émotion. Vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'extérioriser tout ça, mais ça vous dit quelque chose. Et le fait d'avoir en fait cette incertitude de savoir si on va entendre le morceau ou pas, ce que ça veut dire, comment l'intégrer, devoir éventuellement changer son jeu de façon abrupte et réagir rapidement, tout ça, ça crée en fait des espèces de petits bouleversements qui créent en fait ce début de vertige. C'est pas de la folie à proprement parler, mais ça crée quelque chose. Dans les autres choses avec lesquelles on peut jouer, alors vraiment les règles, tout simplement, vous faites jeter un dé à un joueur, et puis le résultat est évident, je sais pas, un 20 naturel, puis vous décrivez un échec. Alors, il faut que les joueurs aient confiance en vous, hein, parce que si vous faites ça, il ne faut pas que ça apparaisse juste comme vous n'avez pas envie d'accepter le résultat du GD, ou vous n'avez pas envie de... Vous êtes là pour punir vos joueurs, c'est pas du tout le speed, quoi. Mais souvent, c'est un signal très fort pour dire il y a quelque chose de pas normal, quoi. Et on est toujours dans cette histoire dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Dans les autres trucs, il y a le fait de s'asseoir. Par exemple, ne pas s'asseoir ou disposer les chaises différemment autour de la table.
Si vous disposez les chaises comme si vous étiez dans une voiture ou si vous étiez dans un bombardier, ça crée un sentiment bizarre. Il y a déjà quelque chose qui se passe en fait. Si vous, le simple fait de vous mettez les chaises, mais dos à dos. Vous mettez deux séries de chaises dos à dos. Bah, rien que ces dispositions, elle va créer des trucs autour de la table. Il y a plein de choses comme ça. Il y a dans les règles non écrites, est-ce qu'on peut faire que le méchant de la partie ce soit un PJ et qu'il le sache ou qu'il le sache pas? Est-ce qu'on peut jouer avec la temporalité? Est-ce qu'on peut refaire une même scène? Il y a, on n'a pas encore parlé de Non-Armis par exemple, qui est un jeu qui est très très intéressant pour tout ce qui est la folie. Le scénario du livre de base de la première édition, je crois que c'était en français, c'était un scénario qui s'appelait Kill Bill 3. Il fallait tuer 3 fois le même mec. Il s'appelait Bill pour l'eau, sans surprise. Ces choses-là, en fait, qui sont des règles qui s'appliquent tout le temps, dont on peut jouer avec, ça crée plein de choses. Je vous parlais de Monster Heart. À la fin de la campagne de Monster Heart, on a décidé de la rejouer, en fait. De faire un New Game Plus de la campagne de jeu de rôle. Mais avec... On s'est dit, ok, ça a l'air bizarre, essayons. Mais ça a l'air avec quoi? En repartant à zéro ou avec... Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu du mal un peu le lendemain. Enfin, ça nous a vraiment plu la campagne. Et le lendemain, on s'est retrouvés pour en discuter. On a décidé de tous aller au resto le midi. Et en fait, tout le monde voulait continuer, mais on savait pas trop comment. Et moi, j'avais pas trop d'idées. Enfin, le monde avait été détruit. C'est assez définitif, quoi. C'est un peu difficile de faire une suite. Et en fait, j'ai demandé à tous les joueurs qui étaient présents de marquer sur leur serviette de table, quoi. De marquer leur personnage et en fait les points les plus importants pour eux sur le personnage, et puis j'ai redistribué les serviettes au hasard et on a recommencé la campagne en inversant les personnages et en changeant 2-3 trucs quand même à chaque fois, et ça crée on parlait tout à l'heure d'inquiétante étrangeté, ça crée exactement ça en fait. C'est presque la même campagne, mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va pas changer? Comment est-ce que je fais abstraction de ce que je sais mais que mon perso ne sait pas? Est-ce que vraiment j'en fais abstraction ou pas? Quelle est la raison pour laquelle on joue? C'est quoi ce bordel en fait? Mais bon, c'est sans doute une des premières questions du jeu de rôle, une des fondamentales. Après, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est quoi ce bordel? Et tous ces éléments-là, en fait, ça crée un sentiment d'irréel, d'incompréhension, d'incertitude. Faut le doser, hein, faut que ce soit pas n'importe quoi. Encore une fois, il faut qu'il y ait une forme de confiance réelle autour de la table. Mais tous ces éléments-là, c'est des éléments avec lesquels on ne pense pas forcément à jouer. Et on peut les casser, on peut rejouer avec, on peut créer des situations normales ou anormales, ce genre de choses. On peut, je sais pas, mais même des choses aussi simples que jouer avec la rationalité des PNJ. Les PNJ, ils ont le droit d'être cons. On a le droit de mentir. Il y a plein de tables, enfin moi je me souviens pendant des années, le fait que les PNJ mentent, c'était un truc qu'on me reprochait en fait. Et pourtant... Comment ça qu'ils mentent? Pourquoi ils pourraient pas mentir les PNJ? Eh ben, a priori, dans pas mal de groupes, alors à l'époque, hein, donc c'est peut-être que les PNJ ne mentaient pas sauf s'ils étaient les méchants. C'était la perception qu'avaient les joueurs en fait. Ça fait partie des codes, effectivement, il y a ce côté, t'es gentil jusqu'au bout, sans mais mentir, c'est pas un signe de folie, ou alors on est tous fous. C'est ça, là, en fait, le secret. Pardon, j'en parlais pas du tout pour dire que c'était un signe de folie, excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai fait un inventaire à l'après-vert, et c'était sans doute pas très clair, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des codes, c'est des règles du jeu de rôle qu'on applique sans se rendre compte que c'est des règles, en fait. Alors on les applique pas toutes, il n'y a pas de problème. Par exemple, quand je parlais de comment on s'assoit autour de la table, quand on joue essentiellement en ligne, c'est pas forcément un truc qui s'applique, par exemple. Hein. Mais en fait, on peut jouer avec ces trucs-là et on peut créer des sentiments de situations normales, des doutes, en fait, des incertitudes, et retrouver en fait ce qui va générer la folie. C'est un moyen de commencer à l'amener au niveau des joueurs. Alors pas la vraie folie, bien sûr, hein, c'est pas du tout l'esprit, mais tout à l'heure, quand vous parliez de Sombre, par exemple, Sombre qui n'hésite pas à faire des parties ultra courtes et ultra mortelles, c'est aussi une façon de remettre les codes je veux dire à zéro, c'est pas zéro, mais de dire, ok, on va jouer avec les vaches sacrées du jeu de rôle, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas dans une situation normale.
vous n'êtes pas dans une partie normale. Et à partir de là, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais écoute, C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je veux juste rebondir. Tu parles beaucoup de confiance autour de la table. Je pense que c'est hyper important. C'est nécessaire et ça nécessite aussi de beaucoup échanger et discuter des limites des joueurs, de ce qu'on veut faire. Par exemple, quand tu parles de recommencer le New Game Plus, mais en changeant des codes, en changeant les feuilles de perso, c'est bien. En fait, c'est des choses auxquelles il faut parler. Il ne faut pas hésiter à établir des limites. Que c'est bien de faire confiance aux joueurs qu'on connaît depuis une dizaine d'années, mais c'est aussi des choses qu'on peut faire avec des nouvelles personnes. Mais avec des nouvelles personnes, on les connaît beaucoup moins. Donc il faut parler beaucoup en amont quand on veut justement aborder ce genre de thématique ou ce genre de méthodes qui peuvent complètement mettre mal à l'aise. T'as raison. Mettre deux personnes de ado, on va créer des dynamiques complètement différentes. Mais on peut aussi avoir justement un sentiment de malaise autour de la table qui est hyper intéressant à exploiter, mais qui peut pas plaire à tout le monde. Donc c'était juste une petite aparté. Parlez avec vos joueurs, parlez entre vous, même avec votre MJ, si vous avez envie d'explorer des thématiques un peu parfois sombres et parfois pas faciles à traiter, quoi. Bah, clairement, puisque quand on joue avec la folie dans le jeu de rôle, c'est clairement vouloir pousser les limites de ce qu'on attend dans un jeu de rôle. Donc c'est bien d'avoir un contrat de confiance avec les gens avec qui tu joues autour de la table, parce que comme disait Daniel, mon but c'est de vous pousser dans mes retranchements et il faut que tout le monde soit OK avec ça. Donc, comme c'est étrange avec la folie, on touche à des choses complexes et intimes à jouer autour de la table. C'est bizarre. Mais ouais, merci pour tous ces petits tips. Il y a des trucs auxquels qui sont alors c'est pas qui sont pas basiques, mais auxquels on pense pas forcément et qui peuvent vraiment grandement améliorer l'idée. J'aime beaucoup l'idée du New Game Plus où on mélange des trucs en changeant des trucs. C'est peut-être un truc où effectivement quand on n'a pas envie de se séparer de nos persos ou pas se séparer de l'histoire ou du monde, recommencer mais avec des points de vue différents, ouais, ça peut être très très chouette. Je pense qu'on s'approche doucement vers la fin. Peut-être que vous avez une dernière chose à dire. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Oui, en termes de petits détails techniques, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est changer le ton de la voix, commencer à parler doucement, m'approcher du joueur par derrière et lui chuchoter des choses à l'oreille. Voilà. Une chose aussi qui a beaucoup fait flipper les joueurs, c'est quand j'ai pris un couteau et je me suis approché d'un autre joueur. Voilà, Bizarrement. Bizarrement. Tout en continuant à raconter les choses d'une manière tout à fait normale, etc. Voilà, la situation était enjouée et tout. Voilà, donc tout allait parfaitement bien, était parfaitement normal. Il n'y avait absolument aucune anomalie. Et voilà. Et puis un des trucs que j'aime bien aussi, c'est faire le petit détail qui change tout. Donc par exemple, vous rentrez dans la voiture, qui se met à la place du mort. Voilà. Et c'est le petit détail qui fait que non, pas qui se met sur le siège à côté du conducteur, qui se met à la place du mort. Et de suite, en changeant le point de vue, en changeant les mots, on peut avoir des choix, des choses comme ça. Par exemple, on peut parler de couleur rouge, on peut parler de couleur sang. C'est pas exactement la même chose. Pourtant, c'est du rouge. Voilà. Donc on peut pas mal aussi jouer sur les petits détails pour jouer sur les perceptions et faire en sorte que les choses apparaissent sous un jour différent. Très bien. Et Jérôme, tu as des dernières choses à dire sur le sujet? Un dernier point, c'est je pense que c'est un sujet qui est très balisé dans le sens où quand on parle de folie en jeu de rôle, on a tous une vision très claire sans doute justement, enfin, aspiré par Cthulhu, aspiré par peut-être les séries sur le profiling, des choses comme ça. Il y a plein de façons de gérer donc ces histoires de situations normales qui sont très intéressantes. On en a cherché dans des cadres qui ne sont pas forcément d'habitude propices au jeu de rôle, ou en tout cas dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Par exemple, moi dernièrement j'ai lu un manga que je trouve extrêmement inspirant, alors d'un point de vue technique, c'est-à-dire sur comment réutiliser les choses pour le jeu de rôle, qui est un manga qui s'appelle Les Liens du Sang par Shuzo Oshimi. C'est disponible en français, les 8 premiers tomes, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une simple histoire de famille avec une maman qui couvre trop son gamin, du point de vue du gamin.
Et il se passe des trucs qui sont à mille lieues de choses gore qu'on a pu voir dans plein de mangas. Mais la façon dont le trait est mis, enfin en fait la façon dont sont présentées certaines émotions, la façon dont sont présentés certains traits de visage, la façon dont sont choisis certains mots, alors c'est peut-être que la traduction, je sais pas, mais en tout cas euh, c'est glaçant, ça mène une espèce de bulle qui est presque une neutralité par rapport à tout le reste du monde. Et, euh, et franchement, moi j'aurais jamais pensé à faire une partie sur la relation entre un fiston d'une dizaine d'années, de 13 ans je crois, et sa maman qui meurt au foyer. Et pourtant, c'est un des trucs les plus inspirants que j'ai lus de ces dernières années. Ok, bien. Bah écoutez, à vos lectures, à vos jeux vidéo, à vos livres, à vos jeux de rôle. Et puis, bah, avec les joueurs consentants avec qui vous vous sentez à l'aise, jouez avec la folie, Ouais, j'ai envie de dire. ça me donne envie. Voilà, ça m'a donné envie. Je commençais en disant que c'est pas des thématiques m'attiraient. Effectivement, finalement, dans les bonnes conditions et avec les bonnes mécaniques, peut être hyper cool. Voilà. Merci Euh, beaucoup à vous, Jérôme et Daniel, d'être venus. ouais, c'était super C'est cool. super intéressant. Voilà, Mais merci à vous. Merci. Merci de nous avoir invités. Ouais. Et puis, je sais jamais, peut-être à une prochaine fois sur JDR Factory pour d'autres choses. tout à fait. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé, merci pour ceux qui étaient là ce soir, Ouais. et puis merci à ceux qui regarderont dans les jours qui viennent, et puis à Mm. bientôt sur JDR Factory. Ouais. À bientôt. Ciao.